Aujourd'hui au sommet, Ottawa récompensé pour sa voie cyclable séparée. La cyberintimidation, les conséquences réelles d'un phénomène virtuel. Et un témoignage chargé en émotions d'une victime d'intimidation. Et puis toute l'intimidation s'est passée dans mon enfance. Mais j'ai combattu l'intimidation. Bonsoir téléspectateurs, vous regardez Au sommet. Je m'appelle Hélène Campbell. Et je m'appelle John Doucet. On est bien content d'être de retour avec vous. Alors, on a une très bonne nouvelle pour vous ce soir. Hélène, veux-tu partager quelque chose avec nous? Alors, pour ceux qui ont regardé notre émission hier, j'avais de la difficulté à prononcer le sujet du jour, mais après des heures de pratique, je suis finalement y arrivée. Bilinguisme. Alors, Pardon, juste une autre fois? Le bilinguisme. Ah, breaking news, Hélène peut dire bilinguisme. Oui, la Ville d'Ottawa a été récompensée pour son projet de voie cyclable séparée par l'avenue Laurier-Ouest. Le projet, d'une valeur de 1,1 million de dollars, d'une longueur de 1,5 km, s'est distingué dans la catégorie Transport des prix de collectivité durabilité de la Fédération canadienne des municipalités. Les prix ont été remis mercredi soir à London, en Ontario, dans le cadre de la conférence sur les collectivités durables. Selon la FCM, les voies cyclables séparées ont aidé à faire passer de 700 à 2800 le nombre quotidien de déplacements à vélo sur l'avenue Laurier. L'Association des communautés francophones d'Ottawa tiendra ce soir la 15e édition du prix Bernard Grandmaître, cérémonie dans laquelle sont également remis les lauriers 2014. L'animation de l'événement sera assurée par Véronique Soucy du 94,5 Unique FM à compter de 18h, en même temps que nous. Le gala rassemblera plus de 250 membres de la communauté francophone d'Ottawa afin de souligner les réalisations, le dévouement, la persévérance et l'engagement des citoyens à l'avancement de la collectivité francophone d'Ottawa. Par ailleurs, le Collège La Cité remettra pendant cette soirée le laurier de l'organisme de l'année. Les individus doivent résider à Ottawa ou avoir leur siège social à Ottawa. La Cité veut prendre des pas là-dedans aussi. On est fiers d'être le collège franco-ontarien, un des seuls dans le fond. Donc, quand dans notre communauté, il y a de quoi d'important pour les franco-ontariens qui se passe, on est fiers d'être partenaires de ça. Une conférence de presse organisée par Impératif français avait lieu aujourd'hui à la microbrasserie Les Brasseurs du Temps afin de dévoiler le programme officiel de Francofête. Du 16 au 29 mars, cet événement organisé en collaboration avec de nombreux organismes et acteurs culturels de l'Outaouais offrait différents rendez-vous qui invitent petits à grands à célébrer le rayonnement de la langue française ainsi que la Journée internationale de la francophonie le 20 mars prochain. Plus tard au sommet, la force de caractère d'une victime d'intimidation. Je descendais les escaliers. J'ai été voir mes parents, je leur ai dit que je pense que je devrais me suicider. Rejoignez le sommet grâce aux réseaux sociaux via Facebook et Twitter. Notre reportage principal ce soir porte sur un sujet qui retient de plus en plus l'attention de l'actualité dernièrement, et ce, pour des raisons évidentes. La cyberintimidation. On l'appelle aussi harcèlement en ligne, de l'abus, de la méchanceté. Peu importe son nom, l'intimidation en ligne est un problème sérieux et sans distinction par rapport à l'âge, la race ou le sexe. On connaît tous quelqu'un qui a subi de la cyberintimidation, et malgré le fait qu'on en parle ouvertement dans la sphère publique, le problème est loin d'être résolu.
Stupide. Tu feras rien de ta vie. Tes parents te veulent même pas. Personne ne va jamais t'aimer. Salope. Loser. Je trouve que la personne derrière un écran ou un cellulaire ou n'importe quoi, ils sont plus confiants parce que tu peux pas vraiment voir comment tu es en train d'affecter la personne de l'autre côté. Cyberintimidation, ça fait mal aussi, mais c'est comme... T'es pas directement comme en face de la personne, alors tu vois pas leurs émotions, c'est comme différent un peu. Je pense que c'est juste le fait que tu peux te cacher derrière l'écran et pouvoir impersonnellement abaisser quelqu'un parce que t'es pas présent dans l'acte. Alors, c'est vraiment comme... Tu peux te cacher, c'est ça. If I pick on you directly, then as I'm picking on you, if I'm effective and you start to get very upset, I'm going to see that. It gives me what I call pain cues to let me know I've done my job. I've got you to cry or I've got you to be upset, okay? And that tells me it's time to stop, okay? I've done my job. Maybe I'll come back tomorrow or maybe I'll come back in the afternoon, but I know to stop. The problem with cyberbullying is you don't have that. J'ai déjà été victime de cyberintimidation, puis j'ai trouvé que, comme toute la situation elle-même, c'était pas quelque chose de facile. J'étais un peu confuse de la situation, je savais pas vraiment pourquoi. J'étais un peu déçue, je pensais que j'avais fait quelque chose, puis je savais pas vraiment la raison pourquoi. Alors je voulais essayer de régler le problème, parce que je savais même pas c'était quoi le problème, je pouvais pas vraiment le régler. Ça, je pensais que c'était moi le problème, puis j'essayais de trouver toutes sortes de solutions, mais j'étais pas capable, alors je pensais que c'est moi qui avais fait quelque chose de mauvais. Alors tout le long de l'année, j'étais toujours triste, puis je pouvais plus parler avec personne, puis j'avais peur de parler avec quelqu'un parce que là, je pensais que tout le monde était pour me juger, puis tout le monde pensait d'une manière de moi. Si t'as quelqu'un qui écrit que t'es laid, ben tu peux pas faire rien. Tu peux juste le lire, puis that's it, comme y a rien d'autre. Quand on regarde les gens qui ont tendance à être accros aux médias sociaux, on se rend compte que c'est souvent les gens qui ont une espèce de phobie sociale ou une espèce de gêne, une difficulté à entrer en relation avec les gens dans le vrai monde. Donc, on peut penser aussi qu'un cyber-intimidateur, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas assez de confiance en lui-même pour intimider dans la vraie vie. C'est beaucoup plus facile de regarder un écran puis d'écrire quelque chose de méchant sur une page d'écran quand on n'a pas la personne devant nous. Because I don't see your reaction, there's nothing stopping me. And so the kinds of bullying that we see in cyberspace can be a lot more vicious than it would be if I was bullying you directly. On en présente beaucoup sur le fait que c'est important, c'est des fois pire que l'intimidation elle-même parce que c'est fait sur le web. Et puis les professeurs ou les parents n'ont pas toujours accès à ça. Les enfants peuvent toujours garder ça secret. Mais je trouve que c'est comme trop parlé parce que on sait que c'est là, puis ils font juste nous rappeler continuellement que c'est là. Donc ça devient un petit peu comme répétitif. There's not enough. I think that's true across the country. There's just not enough resources. There may be a number of people talking about it. More recently, we're starting to see this moving from, oh, this is just kids being kids, which was an attitude for decades, right? To recognizing that, no, bullying is not about kids being kids. Bullying is about harassment. It's about sexual harassment. It's about extortion. It's about physical violence. It's about assault and battery. It's about intimidation. It's all of these sorts of things. But somehow when we attach the word bully to it, it doesn't get as much attention. C'est juste vraiment irresponsable. L'invention elle-même de l'Internet est un travail collaboratif. Alors, je ne vois pas le point de juste vouloir essayer de se distancer des gens et de les abaisser en utilisant l'outil premier de la collaboration.
À la lumière de ce reportage, nous vous invitons à partager votre opinion sur la cyberintimidation en répondant sur la question Facebook sur la page au sommet. La cyberintimidation touche-t-elle seulement les jeunes? Et pour en discuter de ce sujet, j'ai avec moi au studio Nonimbo, Alexandre et Jérémy. Alors bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Alors la première question. Lorsqu'on parle de la cyberintimidation, est-ce que la limite est claire entre une blague et un acte criminel? Ben moi, je dirais que une mauvaise blague, il y a des lois. Et puis, par exemple, une menace, si tu dis quelqu'un en vraie vie, je vais te casser les jambes si tu fais telle affaire, eh bien, c'est criminel, tu peux te faire poursuivre. C'est la même chose pour Internet. Si dessus un chat Facebook ou par courriel, tu dis je vais te casser les jambes, c'est la même chose, tu peux te faire poursuivre, c'est criminel. Puis même les choses qui ne sont pas criminelles, tu peux te faire poursuivre pour. Par exemple, si tu mets une photo de quelqu'un sur Instagram, mais sans sa permission, et que la personne ne veut pas que tu la mettes, mais que tu la mets quand même sans son consentement, c'est pas criminel, mais tu vas être poursuivi devant les tribunaux pour responsabilité civile. Donc, c'est quand même sérieux. Ça, je ne le savais pas. C'est nouveau pour moi. Et est-ce que les écoles devraient être plus impliquées dans la lutte contre l'intimidation? Selon moi, définitivement, vu que les écoles, c'est un peu comme la première ligne de front avec l'intimidation. Vu que tout commence en général dans les écoles. Ça va commencer dans une salle de classe. Quelqu'un qui est un petit peu différent des autres, qui va ressortir du lot, pourrait se faire intimider justement pour ça. Donc, que cette personne ait les outils dans l'école pour régler son problème d'intimidation avant que ça devienne, ça peut mener à des crises d'angoisse ou à des grosses conséquences. Je pense que c'est essentiel. C'est sûr que les écoles, il faut qu'ils réagissent, on s'entend, parce que quand vous êtes à l'école et que tu te fais cyber-intimider, il faut absolument qu'il y ait des conséquences aux gens qui cyber-intimident. Et sûrement, la conséquence est réelle. La conséquence est réelle. Oui. Et pensez-vous, on mentionne dans le reportage qu'il n'y a pas assez de ressources concernant la cyberintimidation. Qu'en pensez-vous? Eh bien, qu'il n'y a pas assez de ressources. Je dirais que ce n'est pas vraiment le cas. C'est plus que les ressources ne sont pas mises à la disposition du public. Les gens ne sont pas nécessairement informés de ce qu'ils peuvent faire pour contrer la cyberintimidation. Puisque dans les écoles, il y a des travailleurs sociaux qui vont en parler, qui ont des programmes, qui peuvent offrir à des élèves des solutions. Peuvent leur proposer. Comme quand on se fait intimider sur Facebook, on peut bloquer l'utilisateur de l'intimidant, on peut changer son nom de famille pour empêcher de se faire retrouver. Donc, selon moi, oui. On a des choses qu'on peut faire. Oui. Et connaissez-vous des autres choses aussi? Bien, c'est sûr que de dénoncer, c'est toujours bien, on le dit souvent, il faut dénoncer. Tu dis à un adulte, à un professeur, peu importe, et lui sera capable de t'aider dans une démarche sans te sortir de là aussi. Okay. Mais comme il l'a dit, il y a aussi une responsabilité individuelle. Tu peux bloquer quelqu'un sur Facebook, c'est toujours possible. Mais aussi, comme je vais apporter une statistique, il y a le quart des étudiants d'une école primaire, c'est l'Université de Laval qui a fait cette étude-là. Okay. Le quart sur 838 élèves entre 10 et 12 ans se sont fait cyber-intimider. C'est quand même énorme. Et puis, ça m'amène à la question, est-ce que les jeunes sont assez matures pour utiliser Internet? Parce que selon les conditions d'utilisation de Facebook, par exemple, il faut avoir 13 ans pour s'inscrire sur Facebook. Tu coches la case accepter les conditions d'utilisation. Et la plupart des jeunes, c'est des jeunes de 10 à 12 ans, alors ils n'ont pas l'âge pour aller sur Facebook, mais ils le sont quand même. Alors les jeunes, les parents doivent prendre une partie de la responsabilité aussi. J'aime ce que tu dis. Et, tu sais, avec l'immensité qu'on en parle de l'intimidation, l'ampleur du phénomène, est-ce qu'on en parle assez? Selon moi, non. Oui, il y a des efforts qui ont été faits pour contrer la cyberintimidation après le suicide de Rita Parson en Nouvelle-Écosse. Donc, ils ont créé une loi qui criminalise la cyberintimidation. Il y a aussi des campagnes de sensibilisation qui ont été faites dans les écoles primaires, secondaires, où des travailleurs sociaux ont parlé, ont fait des présentations dans les classes. Mais il reste qu'en 2014, 1 million d'enfants ont été cyberintimidés au Canada. Ça, c'est le site Internet Safety qui le rapporte.
Puis si on combine une statistique avec un autre qui vient du Centre de prévention contre le suicide, qu'une personne qui s'est fait suicider a 2 fois plus de chances de faire une tentative de suicide. Des statistiques qui parlent d'eux-mêmes. À cause de la cyberintimidation. Oui, un lien direct avec la cyberintimidation. Direct, un lien direct. Direct. Donc, selon moi, la vraie question, c'est pas est-ce qu'on en parle assez, c'est est-ce que ce qu'on fait, c'est efficace? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que les statistiques disent qu'on devrait faire pour... disons, tu sais, on dit la cour de l'école est beaucoup plus grande avec les téléphones cellulaires et tout ça. Qu'est-ce que les statistiques disent qu'on devrait faire pour empêcher cela d'arriver? Eh bien, selon moi et Michel Piché, donc c'est une travailleuse sociale dans la région de Gatineau, on est d'avis qu'on devrait éduquer nos enfants pour avoir une meilleure intelligence émotionnelle. OK. Donc, parce que dans la plupart des cas, les victimes qui ont recours à qui ont recours à cette mutilation, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'exprimer leurs émotions correctement, qu'ils n'ont aucun billet pour le faire sortir autre qu'en se mutilant eux-mêmes. Donc, en leur donnant les outils, puis en leur laissant savoir qu'ils peuvent s'exprimer. Il y a énormément de garçons qui, pour eux, pleurer, crier, c'est quelque chose d'inadmissible. Ça les fait paraître comme des faibles, mais il faut leur faire comprendre que ce n'est pas le cas, que c'est naturel. Fait qu'au fond, la solution, c'est comme d'en parler. C'est pas juste d'en parler, c'est vraiment de leur donner les outils. Donc, les outils. Pensez-vous que le gouvernement devrait intervenir pour donner plus aux étudiants? Pour écouter? Plus d'outils pour écouter? Bien entendu. En fait, le gouvernement fédéral de Stephen Harper a lancé une campagne en janvier contre la cyberintimidation. Ça, j'ai entendu parler de ça. Absolument. Puis, connaissez-vous un peu plus auprès du sujet ou vous connaissez la campagne? Je pense qu'ils voulaient en faire un autre en février. Ils voulaient continuer ça aussi. Oui, mais c'est une campagne qui va durer pendant toute l'année, qui a commencé le 24 au 26 janvier. D'accord. Et une deuxième phase en février, je pensais, peut-être? Pendant l'année. J'ai juste une question. Pensez-vous qu'il y a une différence entre l'intimidation et la cyberintimidation avec l'effet qu'il y a sur les victimes? Pensez-vous? Pour moi, oui. Parce que la différence entre l'intimidation et la cyberintimidation, c'est que avec l'intimidation, tu te fais écœurer dans la cour d'école. Mais quand tu arrives chez vous, je veux dire, tu as une pause. Tu as la soirée à toi-même que tu peux passer à d'autres choses. Tu peux faire des activités. Quand tu es cyber-intimidé, quand tu arrives chez vous, ben, tu n'as pas cette pause-là parce que tu t'en vas sur Internet et tu te fais cyber-intimider. Fait que c'est à la journée longue, ça devient extrêmement pesant sur la personne. Mm-hmm. Et toi, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Mais je suis d'accord, justement, ça rallonge. Tu te fais intimider à longueur de journée, même la fin de semaine, même pendant les vacances, pendant que tu n'as pas d'école, tu te dis enfin 3 mois de libre sur Internet. Ça continue. Je comprends. Et je veux juste savoir si vous voulez continuer à parler de la différence du crime et une blague, si vous avez plus à dire sur ce sujet. Mais c'est encore très flou. Qu'est-ce qui est un crime? Qu'est-ce qui est posé comme un crime? Qu'est-ce qui pourrait être une blague? Comme c'est évident que mettre des photos sur Facebook de quelqu'un qui fait quelque chose d'humiliant, donc qui a été pris à son insu ou sans sa permission, c'est évident que c'est criminel. Pas se le cacher. Mais une blague entre amis, donc faire une petite joke entre amis, c'est pas nécessairement criminel. Donc, juste vous interrompre rapidement. Est-ce que vous avez connaissance de cette information avant avoir fait la recherche ou après? Comme est-ce que c'est quelque chose que vous saviez avant que vous avez fait la recherche ou après que vous avez recherché le sujet? Moi, par exemple, avec mon exemple de Instagram, où tu peux pas publier une photo d'une personne sans sa permission, je savais pas que tu pouvais te faire poursuivre pour ça, puis qu'il y avait des conséquences sérieuses. D'accord. Est-ce que je t'ai coupé la parole? Parfaitement correct. C'est correct? Ouais. Alors je vous remercie beaucoup. C'est déjà tout le temps que nous avons. Merci à tout le monde qui a participé et ceux qui écoutent chez nous. Et restez de nôtres pour la suite du sommet.
Donc, moi, c'est Jeanne-Sophie Laflamme-Adriano. Je suis coordonnatrice des ressources techniques pour l'émission Au Sommet. Moi, je m'occupe de tout ce qui est technique, les tournages à l'extérieur, aussi le montage des clips. Donc, tout ce qui va passer à l'écran, que ce soit tourné la journée même ou les cartes postales aussi que vous allez voir partout dans la ville d'Ottawa. Tout ça, c'est moi qui coordonne ça. Donc, j'envoie des équipes à tous les jours tourner dans différentes situations. Moi, je suis toujours en contact avec les équipes. Donc, j'ai leur numéro de cellulaire. Je suis un peu la maman, si on peut dire ça, des équipes. Je reçois maintenant en studio Vincent Levesque, le réalisateur d'un projet étudiant explorant le courage d'une victime d'intimidation. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. On est vraiment contente de vous avoir ici en studio. Je suis vraiment contente, les viewers aussi. Alors, quel est le nom de votre projet étudiant? Le nom de notre projet, nous avions un documentaire à faire et le nom de mon projet, je l'ai surnommé « Changer pour rester » parce que c'était un documentaire sur l'intimidation. Et dans le fond, le projet comme tel était inscrit au DJ60. C'est un concours entre des réalisateurs et des documentaires à travers la province. J'ai entendu que vous avez gagné un prix. Oui, j'ai gagné le prix du meilleur réalisateur de la soirée. Honnêtement, on s'en attendait pas beaucoup parce qu'il y a eu vraiment des bons documentaires. Mais je suis très content du prix. Et félicitations. Bien, merci. Et le sujet de votre documentaire est l'intimidation. Oui. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Nous avons choisi ce sujet-là parce que j'ai un ami qui m'en parle depuis longtemps, qui se fait intimider. Ça s'est surtout passé dans sa jeunesse. Et je trouve que c'est un très bon sujet, en fond, pour le documentaire parce que je trouve que ça touche beaucoup de gens, surtout des jeunes. Et je voulais vraiment les informer, puis je trouve que c'est un bon moyen de le mettre à l'aise pour ça, parce qu'il n'avait jamais vraiment parlé de ses problèmes d'intimidation quand il était jeune. Donc, il en a parlé pour la première fois devant la caméra. C'est sa première fois? Oui. Et est-ce que tu as senti un peu de... Est-ce qu'il voulait en parler? Parce que c'est très, comme on dit, c'est très vulnérable de dire une histoire comme ça. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de difficultés parce que c'est la première fois qu'il en parlait et en plus, c'était devant une caméra. Puis il n'a jamais vraiment été devant une caméra, donc c'était vraiment sa première fois et honnêtement, je trouve qu'il a fait un très beau travail. Oh, bien, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Et à Kevin, son nom, le garçon qui est dans le documentaire aussi. Alors, à l'écoute, je te remercie beaucoup pour tout ton temps ici. Ça me fait plaisir. On va l'écouter ensemble. Devrait te suicider. Il tient une respiration. Je suis Pour moi, l'intimidation, c'est d'avoir le pouvoir et la dominance visible sur les gens, en raison de leur apparence, de leur handicap, de leur personnalité. Les victimes se font blesser physiquement et émotionnellement, parfois même les deux. Mon nom est Kevin Garneau et j'ai été victime d'intimidation. J'ai eu souvent des bagarres. J'ai été souvent frappé dans la figure, des fois pour aucune raison. C'était un événement où j'étais assis à une chaise dehors, puis il y avait 3 élèves qui venaient me voir. Un me disait « T'es fuck-all, tu dois te tuer ». L'autre il me poussait, puis l'autre il me disait « Respect, ça va être correct ». Parce que c'était drôle. Je me souviens ici, je jouais au soccer, puis j'avais kické la balle. Puis il y avait un élève qui m'a frappé dans la figure, puis je me demandais pourquoi, parce que j'ai juste compté un but.
J'avais longé le mur de l'école, puis j'avais tourné le coin. Puis il y avait 2 élèves qui m'achalaient, qui m'intimidaient, puis je leur disais d'arrêter. Puis un m'a pris par la gorge, puis il m'a dit « Hey, t'as pas le droit de dire ça, toi. » La difficulté à dormir. J'arrivais chez nous, je n'étais pas capable de me coucher. Je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien mentalement. Je me sentais pas bien mon image physique. J'allais voir mes parents, je leur disais que je me faisais intimider ou je me faisais dire des choses pas appropriées. Toutes les choses qu'un parent dirait habituellement. Ah, ça va être correct, faut que tu vas passer en travers. Prends ton temps, évite-les. Comme toutes les choses qu'un parent dirait habituellement. Je me sentais inutile, parce qu'à force de me faire dire t'es inutile, je commençais à croire, bon, ben, je dois être inutile. J'ai toujours eu une passion pour le cinéma. Puis, c'est qu'est-ce qui a vraiment affecté le fait que j'ai fait un premier short film. Ensuite, là, je suis en écrire d'autres, plusieurs d'autres. Je me concentre surtout sur un qui est à propos de l'intimidation. Salut, mon nom c'est Mathieu. Je suis un des amis à Kev depuis longtemps. Depuis 6e année, fait que je l'ai vu se faire intimider. On était les deux intimidés, fait que je pense que c'est ça qui nous a attirés un à l'autre. On a vu l'évolution qu'au début était, je pourrais dire, qui s'en foutait un peu de ce que les gens pensaient. Puis là, à cette heure, il est plus renfermé. On dirait peut-être qu'il est plus renfermé, pris sur lui-même, mais en fait, c'est juste parce que avec qu'est-ce qu'il a vécu, c'est sûr que ça revient à ça. Je me rappelle un moment donné, quand on était en 6e année, il y avait quelqu'un qui l'avait écœuré et tout, puis il m'avait demandé si il voulait qu'on aille se battre contre lui, moi puis lui. Mais j'y avais dit non parce que c'est pas mon style de faire ça. Kev, on pourrait dire, c'est le genre de personne que tout le monde penserait qu'il veut pas parler à personne, qu'il aime pas le monde ou quelque chose comme ça. Si vous le connaissez vraiment, vous connaissez qu'est-ce qui est arrivé, c'est sûr que vous allez comprendre pourquoi c'est arrivé ça. Il se faisait intimider, il se faisait intimider, il se faisait intimider. Puis c'est pour ça qu'il aime bien aussi être avec ses amis, qui les connaît depuis longtemps, qui peut y parler de n'importe quoi. C'est sûr que, tu sais, oui, c'est pas juste à cause de l'intimidation, mais c'est quand même une grande partie qui est arrivée à cause de ça. Puis ça a des bons côtés puis des mauvais côtés. Je me suis levé un soir, puis je me sentais vraiment pas bien. J'ai senti comme si j'étais plus là, j'ai vu noir, puis j'ai descendu les escaliers. J'ai été voir mes parents, je leur ai dit que je pense que je devrais me suicider. Mais j'étais encore ici, pas de monde. C'est important que le monde aussi, que les jeunes qui vivent ça, qu'ils soient encore ici aussi. Parce que de faire péter la tête d'un casier à chaque jour, de faire dire que t'es stupide ou d'avoir peur d'aller dans une classe, t'assis dans une classe pour parler. Pour parler. Ça fait longtemps que j'aurais pas été capable de faire ça. Je pense que c'est important que je fasse ça. Parce qu'il y a des jeunes qui se suicident. Ils vivent pas leur vie, ils se suicident. À cause de l'intimidation, je suis devenu une personne plus intime. Je suis devenu quelqu'un de un petit peu plus réservé. J'ai appris beaucoup de choses de moi-même. Ça m'a changé complètement en tant que personne. Encore aujourd'hui, j'ai des difficultés. Faut pas que tu aies peur de parler avec tes parents, de parler à un prof, de parler à qui que ce soit. Aujourd'hui, j'ai 19 ans.
Et puis toute l'intimidation s'est passée dans mon enfance. Mais j'ai combattu l'intimidation. Et je suis encore ici aujourd'hui. Niaise-moi pas, OK? Dans la nuit du 24, les voisins affirment avoir vu quelqu'un qui te ressemblait quitter la maison de la victime. Peux-tu expliquer ça? Il faisait noir, ça aurait pu être n'importe qui. Hey, pense-y bien comme faut avant de me répondre, mon jeune, OK? T'étais où le soir du 25? Le 25, j'étais chez nous. Le meurtre, c'était le 24. Du 24, c'est ça. Excusez, là, c'est ma première semaine. T'étais où le 24? Je vous l'ai déjà dit. J'étais en campagne, mon char était cassé, j'étais même pas en ville. Hey, on a des témoins qui prétendent avoir entendu te chicaner avec la victime le soir du 25. Du 24. Du 24! Merci. Fait que, t'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? OK, c'est vrai, on s'est disputé. Niaise-moi pas. Alors, quelle était la raison de... Ah, alors, quelle était la raison de votre... Dispute. Dispute, c'est ça. C'est quoi? Il me devait de l'argent, puis il se cachait, puis j'étais fâché après lui. Alors, c'est pour ça que tu l'as tué. Fait que c'est pour ça que tu l'as tué. À vous, c'est pour ça. Non, je l'ai pas tué. Menteur. Menteur! Tu mens, c'est ça, à vous. OK, c'est vrai, j'ai menti. Ah ah! Oui, Alors, tu vas être obligé de me... Je vais être obligé de... Ah, dis-moi le pas, là. Je vais être obligé de te... laisser partir. Non, de te battre. Je vais être obligé de te battre. Oh, ouais, ouais. Oh, enfin, avec le bottin téléphonique. Hey, oh oui, avec le bottin. Le bottin qui est... Et là, là. Oh! Oh, pas de même. C'est ça. Alors, je rejoins maintenant John, qui est en compagnie d'étudiants de la Cité afin de continuer la discussion. Bonjour, Hélène. Salut John, ça va bien? Très bien, merci. Toi? Oui, ça va bien. On a eu une excellente discussion. Et maintenant, c'est à vous. Merci beaucoup. En effet, je suis ici avec des étudiants de la Cité dans le foyer. On va continuer la discussion sur la cyberintimidation. D'abord, je vais rapporter la question Facebook que nous avons posée aujourd'hui. La cyberintimidation, est-ce qu'elle affecte que les jeunes? Nous avons déjà reçu quelques réponses. Je vais les lire pour vous. Angélica nous écrit « Je ne pense pas qu'elle touche seulement les jeunes, mais selon moi, vu que les jeunes sont plus présents sur les réseaux sociaux, la cyberintimidation les affecte plus que cela pourrait affecter un adulte. » Maxime nous écrit aussi « La cyberintimidation touche tout le monde. La différence est que les adultes sont souvent moins influençables ou recherchent moins l'approbation des autres. » Ça, c'est très intéressant parce que moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais cette impression aussi. Mais maintenant que je suis un peu plus vieux, je trouve que c'est peut-être une différente façon de chercher l'approbation. C'est peut-être un peu plus subtil.
mais que quand même, je retrouve ça parmi les adultes. Alors maintenant, je vais poser la même question à vous. Est-ce que la cyberintimidation, ça affecte surtout les jeunes ou est-ce que tout le monde en est affecté? Qu'en pensez-vous? Mais moi, je pense que tout le monde en est affecté parce que c'est vraiment quelque chose que, je sais pas, c'est dans la nature humaine, on dirait. Puis souvent, ça arrive, c'est pas tout le monde qui en fait, mais souvent, les gens, ils vont chercher ça pour se sentir plus puissants, avoir un sentiment de grandeur par rapport aux autres, se sentir au-dessus des autres. Donc, souvent, on voit des adultes faire ça, souvent comme dans les chroniques de nouvelles sur Facebook, ils vont dire une opinion, puis là, les autres sont pas d'accord, puis ils commencent à s'insulter l'un l'autre. Puis je trouve pas ça correct parce que c'est souvent les adultes qui doivent donner l'exemple. Là, quand les jeunes ils voient ça, ils se disent ben là si eux autres ils le font, moi je vais aller le faire aussi. Puis c'est vrai que c'est les jeunes surtout qui vont être affectés psychologiquement parce que eux ils cherchent vraiment l'approbation des autres puis être populaires. Mais je pense pas que ça arrive juste aux jeunes. Mais chez les adultes, c'est un peu moins les médias sociaux. C'est plus comme, par exemple, ils vont s'envoyer des courriels vraiment haineux. Mais je trouve que souvent, les adultes ont plus de recours. Tu sais, si quelqu'un les insulte ou si quelqu'un est en train de parler d'eux dans leur dos, souvent, ils vont avoir des recours pour ça. Ils vont aller voir l'autorité ou comme ils savent qu'ils peuvent prendre des moyens pour ça. Souvent, les enfants sont plus démunis. Ils savent pas vers qui se tourner parce que, tu sais, s'ils vont rapporter des propos haineux envers eux à l'autorité, ben là, les autres jeunes vont plus se jeter sur eux. Alors, quand tu es un adulte, tu as plus de recours et c'est moins dangereux de comme, en parler. Quand tu es enfant, tu n'as pas cette possibilité-là souvent, fait que c'est plus difficile pour eux. C'est intéressant. Alors, oui. Définitivement. Quand tu es adulte, tu as un plus gros stress qui est sur tes épaules. Donc, le travail, tu peux avoir une famille, une hypothèque. Donc, si tu as de la misère à gérer tes émotions puis gérer une crise que tu peux vivre dans ta vie, tu vas faire de la surprojection. Donc, tu vas projeter ce que tu vis sur quelqu'un d'autre. Donc, involontairement, tu pourrais, ou volontairement, tu pourrais l'insulter, tu pourrais l'intimider, soit un adulte ou un enfant. C'est quelque chose qui nous affecte tous. OK, bien, on parle beaucoup adulte versus enfant. Il y a certainement un rôle à jouer pour les adultes par rapport à leur comportement et comment ça peut affecter les gens qui sont plus jeunes. Est-ce que, en parlant plus spécifiquement des parents, est-ce que les parents, soit de jeunes personnes qui sont intimidateurs ou qui sont intimidés, ont un rôle à jouer dans la cyber-intimidation? Est-ce que c'est le rôle principal selon vous? Oui et non. Selon moi, l'intimidation, ça commence avec les jeunes. Si on parle des jeunes, l'intimidation va commencer avec les jeunes. Donc, c'est eux qui sont en première ligne. Les parents, évidemment, vivent avec l'enfant. Mais selon moi, ça commence avec les enfants. Mais c'est sûr que les parents ont un rôle à jouer, mais souvent, c'est que autrefois, c'était plus facile à observer. On avait juste un ordinateur dans un endroit familial ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, les cellulaires, les iPads, toutes les technologies qu'on a, c'est partout. Donc, les jeunes sont tout le temps mis face à face avec leur ennemi sur les réseaux sociaux. Donc, ils n'ont aucun moyen de s'en échapper parfois. Oui, mais je trouve ça ridicule qu'on dise « Ah, c'est la faute des parents ». C'est rendu que l'enfant a presque accès à Internet 24 heures sur 24. Il ne peut pas être toujours dans son dos à surveiller ce qu'il fait. L'enfant peut facilement cyber-intimider quelqu'un sans que ses parents le sachent. Mais savez-vous, par exemple, c'est vraiment la pire crainte pour les parents d'avoir un enfant qui se fasse intimider. Ça devance, c'est près de 1 parent sur 2. Donc, c'est 48 %. Donc, ça devance même les grossesses à 44 % ou la drogue ou l'alcool. Fait que c'est vraiment une des pires craintes pour un parent d'avoir un enfant qui se fasse intimider. Et Suleiman, j'ai vu que tu voulais intervenir, oui? Moi, je suis un peu moins d'accord avec nos niveaux. Je pense que les parents ont un rôle très important à jouer sur leurs enfants parce que c'est, premièrement, les premiers exemples que tu as en tant qu'enfant, c'est tes parents. Donc, si un enfant fait de l'intimidation, c'est sûr qu'à un moment donné ou à un autre, c'est parce que ses parents lui ont été un peu violents ou ont fait quelque chose qui l'ont poussé à faire de l'intimidation. Je pense que si tu prépares ton jeune à respecter les autres et les différents, ils ne vont pas être portés à intimider, en tout cas moins que les autres. OK, merci. Est-ce que vous voyez de la cyber-intimidation dans vos milieux, parmi vos amis, vos familles? Est-ce que vous vivez ce... Bien, moins maintenant, parce qu'on vit dans un milieu moins fermé. Je trouve qu'au secondaire, c'est plus un milieu malsain par moment parce que tu es toujours avec les mêmes personnes. Tandis qu'ici, comme s'il y a des personnes qui nous déplaisent ou qui font de la cyber-intimidation, tu peux juste changer de milieu. Là, tu peux changer d'école, tu peux t'en aller, tu peux changer de travail. Souvent, tu peux pas faire ça quand tu es jeune, fait que c'est moins, mais au secondaire, ça se voyait beaucoup là, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, MSN énormément. Là. Surtout maintenant pour les jeunes, comme j'en vois, comme des jeunes de 12-13 ans, comme mes cousins et cousines, ça se passe. Là, genre, oui. Moi, personnellement, quand j'étais enfant, je me faisais intimider à l'école à cause de mon nom, Denis Beau. C'est facile à faire des blagues, Denis pas beau, haha. Mais j'ai jamais été cyber-intimidé personnellement.
c'est peut-être un addon, mais aussi je vois souvent des filles populaires sur Facebook, ils font une affaire qui s'appelle ask.com. Tu peux poser anonymement des questions sur Internet. Et puis des fois, puisque c'est anonyme, des gens en profitent puis ils leur disent comme pourquoi est-ce que tu es une pute, pourquoi est-ce que tu es telle affaire, etc. Ce qui est une forme d'intimidation. Donc oui, j'en vois. Oui, c'est très intéressant l'aspect homme-femme. Hein? C'est pas tout à fait la même chose. Si vous avez des pensées là-dessus, comment les hommes, les jeunes hommes ou les adultes sont affectés par la cyberintimidation versus les femmes et les jeunes femmes? Bien, ils disent que ça les affecte autant les deux. C'est parce que les hommes, souvent, ils vont être plus portés au suicide parce qu'ils en parlent moins. Les garçons, ils en parlent moins que les filles. Les filles vont souvent aller en parler à leurs amis ou à leurs parents, mais on dirait que les gars, ils ont plus peur de ça. Donc, c'est pour ça qu'ils vont plus... C'est la culture dans laquelle on vit aussi. Là. Les gars, on a tendance à penser que s'ils sont forts et tout ça, ils vont pas parler de leurs sentiments, ils vont pas parler des trucs qui se passent dans leur vie. T'sais, les gens vont un peu se moquer d'eux s'ils ont l'air vulnérables, tandis qu'une fille n'a pas ce problème-là. Elle peut se montrer vulnérable, elle peut chercher de l'aide. Les hommes, ils peuvent pas faire ça. C'est un peu la faute de notre société. C'est notre société, c'est pas les enfants, c'est vraiment un problème culturel. Mais Amélie, j'ai vu que tu voulais... Je sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, mais comme c'est que si un homme agit d'une manière, c'est mieux vu que si une fille agit d'une manière, ben, elle va être traitée plus... C'est-à-dire le standard, genre? Oui, c'est un double standard. Non, c'est comme les filles vont être traitées plus de salopes, de putes, puis tandis que les hommes, ben, ça va les monter sur un piédestal. Ça va être différent aussi. Oui, mais les hommes qui se font intimider, comme un gars qui se fait traiter de tapette tout le temps, il peut pas vraiment s'en plaindre parce que les gens ils vont traiter encore plus de tapette, tu sais, c'est un problème, là. Oui, ben c'est intéressant parce qu'on peut toujours parler du stigmate de l'intimider ou de la intimider. C'est la personne qui essaye de se défendre ou essaye de prendre sa place. Parfois, on est moins à l'écoute. Est-ce que vous voyez ça parfois que au premier partant, quand quelqu'un se plaint ou essaie de prendre sa place, de se défendre, d'avoir de l'appui, on a peut-être un jugement, un préjudice là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si on a un préjudice pour ça, mais je sais que souvent, l'enfant qui souffre d'intimidation, il va se faire comme écarter. Comme par exemple, j'avais entendu l'histoire d'un enfant qui se faisait intimider dans le bus. Que là, le conducteur l'avait mis à l'avant pour pas que les autres enfants puissent le déranger. Mais tu sais, cet enfant-là, il est isolé des autres, il ne peut pas jouer avec les autres en arrière, il ne peut pas leur parler. Alors ça, c'est vraiment... Il est mis encore plus à l'écart. Il y a vraiment un spotlight sur lui qui fait qu'il a encore plus l'air de l'intimider. Puis c'est vraiment comme... C'est pas une bonne chose de l'écarter comme ça, là. Fait que... Peut-être que des fois, nos solutions à ça, c'est on va dire, on va les séparer, comme ça, il ne pourra plus l'intimider, mais au fond, l'enfant qui s'est intimidé, lui, c'est lui qui a conséquence, c'est lui qui est tout seul. Peut-être qu'à la place, il aurait pu se concentrer dessus, comment intégrer l'enfant. C'est ça. Vu que le fait qu'ils vont le séparer, ça pourrait encore plus l'unir en bout de ligne. Vu qu'ils vont le séparer, donc il va être plus différent des autres. Puis dans nos standards dans la société, ben ceux qui sont différents vont se faire intimider, on ne va pas se le cacher. On est comme ça. Donc, de le séparer, ça va être encore pire pour lui, vu qu'il va être encore plus différent que les autres. Fait qu'il faudrait miser sur l'intégration, là. C'est toujours comme ça. Parfois aussi, en parlant d'intégration, parfois, on parle de bloquer les gens qui intimident, les intimidateurs. Ça, c'est une des solutions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous pensez au sujet de bloquer, d'arrêter les gens qui font ce genre de choses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme sur les médias sociaux, bloquer Oui, ou même n'importe où les gens, parfois pour les commentaires, pour certains articles, ils vont bloquer certaines personnes, où on peut se plaindre, et au lieu d'avoir une conversation, on décide d'arrêter net la conversation si on pense que ça va de mal en pis. Moi, je pense que dans un premier temps, ça pourrait être une bonne chose de bloquer les commentaires, ne serait-ce que pour que la personne qui est victime de ces choses-là ne les voit plus. Mais je pense que dans le deuxième temps, il devrait y avoir un travail de fond qui devrait être fait, qui est de parler à l'intimidateur, justement, et d'essayer de faire un travail de conscience afin que ça n'arrive plus. C'est ça, pas seulement le bloquer, mais aussi aller plus loin, parler à cet enfant-là, parce que s'il intimide, il y a une raison pour ça, là, puis il faut savoir pourquoi il va aller intimider les plus faibles. C'est parce que peut-être qu'il ne se sent pas bien dans sa peau, peut-être qu'il a vu des exemples, peut-être qu'il y a des problèmes, donc souvent, il faut que tu ailles parler à ces jeunes-là. Ça peut être une victime lui-même. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai, Il y a un mot que je retiens important qu'elle a dit, les plus faibles. Puis c'est souvent ça qui arrive quand quelqu'un intimide quelqu'un, c'est souvent le plus faible, ou c'est le plus brun, ou c'est la personne différente. C'est souvent quelqu'un qui ressort du groupe, sur lequel on met notre attention et qu'on intimide. Oui, non, c'est vrai. Et est-ce que vous trouvez...
La différence entre l'intimidation et la cyberintimidation, une des différences, c'est évidemment, on a un grand public devant nous. Hein? Oui. Un public présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de témoins? Et est-ce que ces témoins, s'il y en a plus, qui peuvent visionner cette cyberintimidation, est-ce qu'il y a une passivité par rapport parce qu'il y a un plus grand public? Est-ce qu'on est... Oui. C'est parce que quand on publie quelque chose, c'est là. Tu peux pas l'effacer, là, c'est là. Donc, oui, ça rejoint un plus grand public, c'est illimité, puis... C'est ça le problème avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, n'importe quoi qu'on va faire, ça peut être filmé avec des téléphones intelligents, puis ça va être mis sur YouTube, sur Facebook, puis ça va être partagé là, en quelques minutes. Tout le monde va avoir vu ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore pire parce que tous tes amis peuvent voir, puis quand c'est un grand public comme ça, bien, ça t'affecte encore plus. Et alors, est-ce que ça incite ce système, parce qu'il y a l'anonymat et il y a évidemment un grand public, est-ce que ça cause encore plus d'intimidation que dans un milieu où c'est plus personnel? C'est sûr que ça cause plus d'intimidation juste parce qu'il y a un plus grand potentiel d'intimidateur. Parce que, tu sais, à l'école, souvent, c'est le plus fort ou le plus populaire qui va intimider, mais sur les médias sociaux, il n'y a pas cette barrière-là. N'importe qui peut écrire un commentaire méchant sur ta photo, n'importe qui peut t'insulter. Souvent, ils font ça à tout le monde. Fait que, tu sais, c'est pas juste les plus populaires qui peuvent te faire du mal. Alors, c'est vraiment comme... Il y a tellement plus de personnes qui peuvent t'intimider, même des personnes que tu connais pas. Souvent, les cas célèbres comme Amanda Todd et tout ça, c'est vraiment des gens qui ne la connaissaient pas. C'est... Partout à travers le monde, ils peuvent juste trouver ta page parce qu'évidemment, rien n'est privé sur le web. Et là, ils peuvent juste t'intimider. Alors, c'est tellement un potentiel énorme. Je pense que la raison sur le point que les réseaux sociaux, il y a un plus grand bassin d'intimidateurs, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre, puis c'est le fait que l'anonymat, par exemple sur Ask, on ne sait pas t'es qui, et moi aussi par exemple, j'ai une fiancée, puis sa sœur, elle s'est déjà fait intimider sur Ask, donc je connais un peu le site, puis je vois que c'est facile de dire des conneries de quelqu'un d'autre parce qu'on ne sait pas t'es qui, t'as un mur devant toi, t'es un peu protégé. Oui, et il n'y a pas de... Oui, vas-y. Dans 41% des cas, en fait, c'est de nos étrangers qui vont être l'intimidateur. Ceux qui vont intimider puisqu'ils ont l'anonymat pour se protéger. C'est pas comme à l'école. À l'école, comme Loïs a dit, c'est le plus fort qui va l'intimider parce que c'est le plus fort. Mais sur Internet, il n'y a aucun moyen de savoir t'es qui. Malgré qu'avec une récente loi canadienne, les policiers ont accès à ton adresse IP avec un commentaire que tu peux laisser sur Facebook sans aucune ordonnance de la Cour. Donc, techniquement, tu pourrais faire une plainte à la police et ils pourraient savoir qui est-ce qui t'a intimidé. Maintenant, c'est bien ça, c'est vrai. Maintenant, moi, j'aimerais parler du revers de la médaille. Les malentendus. Je vais raconter une anecdote. Moi, j'ai déjà écrit quelque chose sur Facebook à une amie et pour moi, c'était un commentaire complètement banal. C'était même pas une blague, je pense pas, mais elle l'a pris vraiment comme une insulte. Et elle s'est sentie comme si je l'attaquais et j'ai réalisé à quel point, parfois, quand on écrit quelque chose comme ça, on peut... tu sais, il n'y a pas l'expression faciale, on ne comprend pas la subtilité d'une conversation. Et j'ai réalisé qu'il fallait que je choisisse mes mots en lui écrivant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous, où vous avez été intimidateur, peut-être pas par exprès, mais comme on s'entend que sur l'Internet, en ligne, c'est difficile parfois de comprendre la subtilité d'une conversation. Oui, de saisir le sens parce que c'est neutre. Même sur message texte, des fois, tu communiques avec quelqu'un, puis c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais toi, tu le lis d'une manière qui peut être offensante. Moi, des fois, quand je vois des commentaires d'autres mondes, comme ça m'est pas arrivé personnellement, mais je sais jamais s'ils plaisantent ou si c'est sérieux, puis tu sais jamais si ça peut blesser la personne, parce que souvent, ils vont rire, ils vont traiter de nom, ils vont dire des choses comme ça entre amis, mais des fois, je sais jamais, ils sont en train de l'intimider, comme tu sais jamais, c'est vraiment délicat. Mais pour les erreurs d'interprétation, tu sais, si ça arrive une fois, je pense pas que tu peux parler de cyber-intimidation non plus. Tu sais, comme ton histoire, si toi, tu fais un commentaire et que la personne a mal compris, vous pouvez vous expliquer. Mais si tu retournes à toutes les semaines et que là, tu fais un commentaire, puis là, elle comprend pas, bien là, c'est plus de la cyber-intimidation. Mais il faudrait quand même que ça soit récurrent. Les jeunes qui parlent de se faire cyber-intimider, c'est parce que ça arrive tout le temps. Oui, en effet, ça arrive tout le temps. Et en fait, sur ce, on va conclure la conversation. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à la discussion ce soir. Merci. À venir, le sommet résonne avec Brandon Giroir.
Bienvenue à l'annuaire téléphonique. Quel nom désirez-vous? Le roi des meubles. Avez-vous dit le toit de l'immeuble? Non. Si cela est correct, composez le 1. Sinon, redites le nom désiré, s'il vous plaît. Le roi des meubles. Avez-vous dit le village du Père Noël? Ben non, là, j'ai pas dit ça. Redites le nom désiré, s'il vous plaît. Le roi des meubles. Vous n'articulez pas assez. Un préposé vous répondra d'ici 60 minutes. Hey, le roi des de meubles! Voilà. Merci d'avoir magasiné chez nous. Merci. Est-ce que je pourrais avoir votre code postal? C'est pour notre base de données. Ouais, OK. J5P. Oui? 4X1. Alors, 8327 des Pins, 555-8064, date de naissance 21 avril 63, un frère, 2 sœurs, dont une adoptée et l'autre asthmatique, vit avec Carole TBH, conjointe fait depuis 11 ans, 2 enfants, Mégane 9 ans, Arnaud 8 ans, qui a de petits problèmes de lecture à l'école. Vos pantalons sont des 34 alors qu'ils devraient être des 36. Votre genou gauche vous fait mal seulement quand c'est humide. Et votre mets préféré est le spaghetti carbonara. Et vous venez de renouveler votre prescription de Viagra. Comment ça, vous savez tout ça? Ah, désolé, je peux pas vous répondre. Protection de la vie privée. Moi, je sais que tu dors tout nu puis que tu couches avec Pierre et Roger. Comment ça, vous savez ça? Ça fait 2 ans que je te check. Alors, on passe à la partie musicale avec Monsieur Brandon Giroir. Comment ça va avec vous? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien. Alors, j'ai des questions pour vous. J'espère pas trop personnelles. D'où viens-tu? Moi, je viens de Kapuskasing, dans le nord. Dans le nord, c'est par où dans le nord? C'est à 10 heures au nord d'Ottawa. C'est loin d'ici. Et parle-moi de ta musique. As-tu toujours aimé la musique? Viens-tu d'une famille musicale? Une famille musicale, pas trop. Mais la musique, ça a été avec moi depuis un très jeune âge. J'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais genre 6 ans. J'ai commencé à chanter puis à jouer dans des concerts, genre à l'âge de 8 ans. Puis ça va toujours me suivre. Alors, ceci n'est pas ta première performance? Non. Et parle-moi, est-ce que c'est ta première performance intime comme ceci? Oui, c'est ma première performance, surtout en direct. En direct, ok, c'est un peu de pression? Oh, pas trop. Parle-moi de vos performances. Vous performez avec beaucoup de personnes et est-ce que c'est plus facile de faire quelque chose intime ou plus grand pour vous? Pour moi, c'est plus difficile de faire des performances plus intimes. Quand la foule est plus grande, tu te regardes moins, tu vois moins les visages des gens. Puis... Je comprends, c'est plus... Ouais, je comprends. Et pour toi, tu écris de la musique en français, c'est vrai? Oui. Et pourquoi écris-tu en français? Ma première langue, c'est le français. Je suis fier d'être un franco-ontarien. Et puis, au début, j'écrivais plus en anglais parce que les gens disent que c'est plus facile. Sauf qu'après un bout, je me suis dit que non, j'aimerais ça poursuivre ma musique dans ma langue maternelle. Ah, c'est super. Et j'ai entendu que tu travailles sur un projet maintenant. Voulez-vous nous parler du projet? Oui, certain. Moi et plusieurs gens, en fait, on travaille sur un nouveau projet, des nouvelles tunes. On parle d'un album peut-être, on parle des vidéos, on parle de... Ça va être trippant. Ah gardez-nous au courant de ce que vous faites. C'est super intéressant. Merci beaucoup. De rien. Et j'ai entendu que vous étudiez à Algonquin aussi, c'est vrai? Oui, c'est ça. OK. Dans quel programme? C'est dans le programme de Music Industry Arts, dont... Excuse-moi, je voulais pas prendre le micro. Ah, il n'y a pas de problème. Alors, on a hâte de vous entendre. Alors, merci beaucoup. À l'écoute. Merci.
tête haute, je vis un jour à la fois. D'être seul sur mon île devient parfois difficile. Entre la bière et la misère, je me sens engourdi. L'indifférence m'envahit, je m'avance et puis je te dis, si on se rencontrait pour une seconde entre les pages d'un livre, on pourrait s'écrire une histoire, celle de nous qui dérive ensemble. Si on se rencontrait pour une seconde entre les pages d'un livre, on pourrait s'écrire une histoire, celle de nous qui dérive ensemble. Je garde la tête haute, je vis un jour à la fois. De passer nos soirées à deux, je n'attendais que ça. De parler de tout et de rien jusqu'au l'indifférence m'envahit, je m'avance et puis je te dis, si on se rencontrait pour une seconde sous les draps de mon lit, on pourrait se laisser séduire pour un moment de folie ensemble. Si on se rencontrait pour une seconde sous les draps de mon lit, on pourrait se laisser séduire pour un moment de folie ensemble. Demain au sommet, l'hypersexualisation des jeunes. Un phénomène toujours préoccupant. L'accessibilité de la femme sexualisée dans les médias. On peut penser que c'est naturel puis que nous, on n'est pas belle tant qu'on ressemble pas à ça. Une incursion dans l'univers burlesque du vaudeville. Et quand tu la présentes la première fois, t'as tellement peur que les gens ne rient pas au punch que t'as écrit. Et un artiste hip-hop au flow authentique. T'économises, donc rester sur mon grind fait partie de ma devise. Moi j'aime bien chiller, même pour mon fils. Je voulais être connu comme rappeur, j'ai des notes des shows, alors mon nom a pris de la grande. L'émission touche déjà à sa fin. Nous avons une belle émission encore aujourd'hui, un sujet très d'actualité qui affecte beaucoup de monde. Oui, beaucoup d'informations très pertinentes. Je trouvais que beaucoup d'histoires touchantes aussi. Ça affecte beaucoup de monde, l'intimidation. Oui, moi j'en ai vécu quand j'étais petit. Je suis content que j'ai pas à vivre la cyberintimidation dans les écoles. Oui. Et aussi, il y avait la nouvelle sur la piste cyclable à Ottawa que j'utilise fréquemment. Oh oui, j'aimerais ça l'utiliser cet été. Oui. Et le projet étudiant qui était très émotif. Et on a fini ça avec une super belle performance. Oui. Alors voilà, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et soyez de retour au sommet demain, même heure. Au revoir. On vous aime beaucoup. Vous êtes super. À toute l'équipe, hein? Ben oui.